Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui pour ce webinaire d'une série donc de webinaires organisés par le réseau, par l'AFES pour le réseau de projets en sciences et recherches participatives sur les sols, financé donc par l'AFES, l'ADEME et l'OFB. On est ensemble 1 heure pour un webinaire sur le thème «Le choix des mots pour impliquer les humains, les sciences humaines et sociales dans les projets de sciences et recherches participatives sur les sols». Donc moi, je suis Mégane Roncier, je suis co-animatrice du réseau de projets de sciences et recherches participatives. Clément est connecté aussi et s'occupe de la technique voilà, de la technique aujourd'hui. Il répondra à vos Bonjour à questions sur tous. le chat ou il vous épaulera s'il y a besoin. Et il y a aussi Sophie, directrice de la FES, qui est présente parmi nous aujourd'hui. Bonjour à tous ceux qui rentrent. N'hésitez pas à allumer vos caméras si ce n'est pas dérangeant pour vous. Et je rappelle que donc c'est enregistré parce que ce sera diffusé sur YouTube. Eh bien, sans plus attendre, on va passer aux présentations de nos intervenantes. Donc, je vais donner la parole tout d'abord à Sandrine Glatron qui va se présenter. Bonjour à toutes, je suis ravie d'être là avec vous et de pouvoir parler un peu de sciences humaines sur les sciences participatives. Je suis donc Sandrine Glatron, je suis directrice de recherche au CNRS et aussi directrice de la zone atelier environnemental urbaine dont on aura peut-être l'occasion de parler, pas sûr. Mon cursus, je suis basée à Strasbourg, ça se voit pas en visioconférence, mais je vous le dis, et il pleut. Et mon cursus, mon background en bon français universitaire, c'est l'urbanisme et la géographie, ces deux doubles casquettes. Et mon domaine de prédilection depuis plusieurs années, voire décennies, c'est les représentations des questions environnementales plutôt pour les acteurs des territoires urbains. Donc, comment, en fait, les citadins, les associatifs, les élus, surtout les citadins en vrai, imaginent, ressentent, se situent par rapport aux questions environnementales et aux politiques qui concernent l'environnement, donc plutôt dans un milieu urbain pour ma part. Merci Sandrine. Effectivement, les échanges qui vont poursuivre pourront permettre de développer certains points de cette présentation et sur ce que tu fais au quotidien. Véronique Philippot, notre deuxième intervenante de ce webinaire. À toi. Bonjour à tout le monde et merci de me permettre d'être présente avec vous. Donc, moi, je suis ethnobiologiste, biologiste de formation et je travaille en général sur les relations entre la nature et l'humain, plus particulièrement l'humain qui habite en ville, donc le citadin. Alors avec Sandrine, j'ai travaillé donc sur le programme Sol en ville, plus particulièrement sur les représentations, sur les conceptions, sur les connaissances, mais également sur les opinions de personnes qui ont été contactées parce qu'elles avaient déjà un lien, enfin elles étaient déjà en lien, en fait, en relation avec les questions du sol. Sur ce programme Sol en ville, je me suis essentiellement focalisée sur le vivant du sol et également sur les processus biologiques. Merci Véronique pour cette présentation. Je ne l'ai pas dit non plus, mais il va y avoir des temps d'échange au fil, pour vous participants, je veux dire, il va y avoir des temps d'échange, des temps de questions, pardon, de questions-réponses au fil du webinaire. Donc, vous pouvez attendre ce moment-là ou si vous avez des questions que vous voulez poser pour ne pas l'oublier, vous pouvez très bien aussi la mettre dans le chat au fur et à mesure. Si vous avez une réaction ou autre, n'hésitez pas, Clément, pendant le temps de questions, ouvrir votre micro et pendant les temps de parole, de l'écrire dans le chat. Clément nous fera remonter les informations. Et donc,
Voilà, je voulais rajouter cette parenthèse, mais voilà, quelque chose qui vous relie aussi Sandrine et Véronique, il me semble, c'est le projet donc Sol en ville. Sandrine, je vais te donner la parole pour nous en dire un petit peu plus, nous parler de ce projet de sciences et recherche participative. Alors, Solanville, c'est un programme qu'on a concocté à partir de 2018, mais qu'on a vraiment commencé à déployer à partir de 2020. Ça tombait assez mal. Quoique le sol soit toujours là, hein, même quand on est enfermé dans nos maisons et nos appartements. Mais on a moins de latitude pour aller l'observer, en particulier si c'est en groupe. Donc, l'objectif de ce projet qui s'appelle au départ Ensemble, observer, connaître, identifier les sols vivants urbains. Donc, le nom Sol en ville est assez parlant. Au départ, nous avions 4 objectifs principaux qui se sont d'ailleurs un peu enrichis, qui étaient d'abord de développer la connaissance sur les sols vivants urbains, au départ plutôt la pédofaune, hein, la macrofaune visible des sols, et pour essayer de mieux comprendre les facteurs qui conditionnent cette biodiversité. Nous avions comme objectif de diffuser et évaluer des pratiques permettant de développer le potentiel biologique des sols. C'est un volet qu'on n'a pas développé pour l'instant. Et puis, en tant que sciences humaines, parce que vous allez me dire, OK, mais la connaissance de la pédofaune et tout ça, c'est de la biologie. Et moi, je ne suis pas biologiste, c'est vrai. Derrière ça, il y avait aussi la question de la démocratisation de la problématique des sols et de la biodiversité. Par le biais d'une diffusion aussi de la connaissance. Et un dernier point, c'était de réfléchir sur les questions de participation citoyenne dans la production des connaissances sur les milieux. En gros, qu'est-ce que les citoyens font à la science et aux questions de biodiversité environnementale, aux questions de conservation, de protection, et qu'est-ce que ces questions font aux citoyens. Donc, il y avait aussi derrière un enjeu plus épistémologique sur science et citoyens, problématiques globales et citoyens, citadins, comment est-ce qu'on peut s'impliquer. Alors, je précise que pour l'instant, notre programme est très situé. Notre périmètre d'action est localisé. On est très terre à terre, hein, voilà, dans un programme sur les sols, et on reste donc localisé sur un territoire donné. C'est important pour nous, et notamment, alors notre territoire, c'est quoi? C'est l'Eurométropole de Strasbourg. Je vous ai dit un territoire urbain. Et pourquoi cet endroit-là? Parce que j'y habite accessoirement, mais aussi parce que ce programme s'inscrit en fait dans la zone atelier environnementale urbaine que je dirige par ailleurs, qui a pour objectif de co-construire des questions de recherche et des réflexions sur les solutions qu'on peut apporter aux problématiques environnementales en ville. Voilà, j'en dirai probablement plus par la suite, au moins ça cadre. Est-ce que je dis déjà comment est-ce qu'on fonctionne ou est-ce que c'est trop tôt? Merci Sandrine. Tu peux déjà en dire quelques mots, mais effectivement, j'allais dire à tout le monde aussi aux participants que Clément avait mis le lien vers votre page Facebook, la page Facebook du programme et du projet dans le chat, donc pour ceux qui découvriraient ce projet. Mais vas-y, je pense qu'on a quelques petits instants pour que tu complètes cette Alors, présentation. OK. Donc, la spécificité de ce programme, c'est d'être interdisciplinaire et transdisciplinaire. Bon, transdisciplinaire, c'est évident puisqu'il y a les citoyens et qu'en plus, nous, on a des liens assez forts avec la collectivité à travers la zone atelier environnementale. Et donc, ça n'est pas un programme exclusivement fondé sur la connaissance biologique des sols, enfin biogéochimique, on va dire, des sols, mais aussi sur tous les aspects relatifs donc aux représentations et aux possibilités d'action des citoyens sur leur sol. Donc, il y a aussi tout un aspect sociologique, un aspect réflexif, un aspect qui peut aller jusqu'à la philosophie, on va dire, puisque c'est aussi le rapport entre les citoyens et la science qui est interrogé à travers ce programme. Ok, merci, très intéressant effectivement
cet ajout et cette mention de la transdisciplinarité qui est bien aussi au cœur du thème de ce webinaire. Donc voilà, vous comprendrez pourquoi on a choisi ces deux intervenantes qui ont ce lien avec le projet Seul en Ville, qui était un très bon exemple. Donc on reviendra sur ce projet là au fil des questions de ce webinaire et dans vos questions, n'hésitez pas, si vous voulez creuser sur le sujet du projet, à le faire. On va vous proposer une petite activité. La première, enfin une petite activité pour rentrer dans le vif du sujet maintenant qu'on a passé le temps de présentation. Merci à toutes les deux donc pour cette introduction. Je vais vous partager, enfin Clément va vous partager tout de suite, il vous a partagé sur le chat un lien vers le WooClap. Vous pouvez tout simplement cliquer sur ce lien et on va vous poser deux petites questions à la suite. Donc, on va vous inviter à vraiment, c'est un exercice participatif hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas WooClap. On vous invite dans les mots que vous allez noter à ne pas forcément mettre de majuscules et c'est un seul mot. Par contre, vous pouvez faire plusieurs propositions, mais vous notez bien qu'un seul mot à chaque fois que vous rentrez une question. Donc, je vous partage en même temps, moi, l'écran. Un petit instant. Hop. Donc, normalement, vous devez voir. Ah, moi, je suis un peu. Vous devez voir là les nuages de mots qui défilent. Je vois que certains ont déjà commencé. La question ayant été. Ah, je vois plus. J'espère qu'on avait bien. Ah, c'était terre. Ok, je ne savais pas par quelle question ça avait C'était commencé. bon. Donc, ok. Donc, la première question, c'était le mot en lien avec terre. Donc là, vous êtes en train de participer. N'hésitez pas à mettre plusieurs mots si vous avez plusieurs mots qui vous viennent en tête. Parce que vous l'avez compris, juste après, on va un peu parler de lexique, de vocabulaire, tout ça en lien avec les sciences humaines et sociales. Et donc, on vous questionne sur les mots qui vous viennent en tête quand on vous dit le mot terre. On va laisser encore quelques instants. Alors, je vois qu'il y a... Oula, ça bouge beaucoup trop vite, j'arrive pas, j'arrive pas à voir. Alors, je vois qu'il y a toujours bien le mot sol au milieu, donc c'est très intéressant déjà par rapport à la deuxième question. Donc, le mot terre évoque le mot sol. Biodiversité, nourricière, froid, système, multifonction. Froid, encore une fois, ok. Qu'est-ce qu'il y a Je comme prends mot les mots pour qui sont terre? dans le chat et je les rajoute Ah manuellement. oui, effectivement, ceux qui ne seraient pas à l'aise avec WooClap, n'hésitez pas à mettre les mots dans le chat. Clément va se charger d'essayer de tout prendre et de les mettre aussi dans le nuage de mots. Alors, ça On va continue voir à qu'actuellement, rentrer vous êtes 41 à suivre le webinaire. vers de terre, agriculture, foncier, planète. J'espère que Véronique et Sandrine, ça vous inspire aussi, tout ce qu'on voit, parce qu'on va évidemment rebondir après. Alors, je vois que ça rentre encore. Il va falloir qu'on passe à la deuxième question. Désolée, dès que je vais décider qu'on passe à la deuxième question, ça va vous couper dans dans votre inspiration. Mais on va laisser encore une petite minute. Sauf si ça se stabilise. J'ai l'impression que ça s'est stabilisé. Attends, alors. Oups. Oui. Ok. Non, mais du coup, je prends une photo. Ah, Et mais moi Clément aussi. va aussi. Clément Clément aussi, ok. voilà, Clément, tu peux faire une petite capture d'écran et C'est après, fait. comme ça, on mettra on mettra en parallèle Ok. les deux nuages de mots. Bon, là, ça continue. Clément, tu me dis dès que tu as pu faire ta capture d'écran. C'est bon. OK. Donc, on va passer à la deuxième question. Donc là, c'était les mots en lien avec terre et maintenant, les mots en lien avec le mot sol. Allez-y, même consigne, un mot à chaque fois, idéalement pas de majuscule. Et vous pouvez mettre plusieurs propositions. Vivant, vie, herbe, biodiversité. Qu'est-ce que c'est beau quand ça rentre comme ça. Profond, ok. Chimie, profondeur, profond, profondeur. Mm.
On voit des choses en lien, mais le mot le plus souvent dit est vivant. Ok. Plus le mot est gros, plus c'est que plusieurs personnes l'ont cité. 3D, donc il y a la notion de 3 dimensions, de dimensions, Volume. de volume, oui. Diversité, salissant, ok. Ça va être très intéressant la, la discussion derrière. Un ver de terre, pareil. Bon, il va falloir qu'on arrive à ce que ça se stabilise un peu pour faire encore une fois notre petite capture d'écran. Pour l'instant, c'est encore très vivant cette affaire. Ça se déplace dans tous les sens. Ok, Clément, dès que tu arrives à éventuellement le stabiliser, dis-moi quand tu as fait une capture d'écran, puis on mettra fin à... Est-ce que vous pouvez arrêter d'ajouter des mots peut-être? Oui, alors on va vous inviter à arrêter d'écrire. Voilà, je pense que là, tu as une petite, un petit moment stable. C'est bon. Hop. C'est bon? Oui, Ok, donc en fait, je vais arrêter le partage, mais je vais repartager. Bon, je vois qu'il y a du monde qui continue, alors je vais laisser la question ouverte si jamais il y en a qui veulent. On reviendra chercher le nuage de mots définitif à la fin. Euh, je vous partage maintenant donc le résultat et ces fameux deux nuages de mots. Et donc, je vais laisser la parole à Véronique, Sandrine, je ne sais pas, Oui. quelques petits instants pour réagir sur ça Alors, avant la je veux bien suite. réagir. Donc, les mots en lien avec le mot terre, donc c'est le mot sol qui revient le plus souvent. Avec le mot sol, c'est le mot vivant, donc on associe vivant, le sol vivant. Donc ça, c'est une image qui est assez partagée maintenant, qui est assez nouvelle, mais elle fait consensus. Alors, qu'est-ce que je peux dire? En allant très très vite, en fait, au fur et à mesure, j'ai relevé en fait plusieurs, comment dire, façons de voir les choses, plusieurs postures. On a bien sûr la posture sensible qui était et qui est aussi bien présente avec terre qu'avec sol. La posture sensible à travers les mots sale, boue, salissant, etc. Donc plutôt négative, mais je suis sûre qu'il y a du positif si je cherche bien. Euh, la posture, on va dire, très utilitariste avec la notion de service écosystémique ou service rendu, avec les mots terre nourricière, etc. Tout ce qui concerne la vie, c'est aussi bien avec le sol qu'avec la terre, donc tout ce qui est vivant, ça, on en est vraiment très, très conscient maintenant. On peut parler de la terre, mais également du sol comme de problèmes, avec les mots pollution, préservation, etc. On en parle aussi comme d'un patrimoine. On en parle également comment dire, par le crible de la science, avec des mots un petit peu plus scientifiques. Voilà. Vous voyez qu'on peut dire, bon, je pourrais m'y attarder très très longtemps. Oui. Là, j'ai quelques heures de travail. Donc, c'est un petit peu mon boulot de faire, de catégoriser un petit peu tous ces mots, parce Oui. qu'en fait, ces mots, en fait, correspondent à des façons de voir les choses, à des postures différentes, à des registres différents. Et comme le disait Sandrine, on arrive très, très vite, en fait, à des postures philosophiques. Donc, on aborde très vite la philosophie, c'est-à-dire notre manière de voir les choses. Voilà, je pense que j'ai pas trop le temps d'en Ouais, dire ben, plus. avant Véronique, que tu Oui. en dises un peu plus sur aussi ton expérience hein, et ton travail en lien avec cette notion de lexique, peut-être Sandrine, est-ce que tu as toi une petite réaction à faire, un complément ou c'est Alors, bon? oui, parce que du coup, Véronique a scanné les parties de la Terre, puis ensuite elle a glissé sur ce qui rapprochait les deux. Alors, attendez, il faut juste que je me Ok. retrouve sur, je suis désolée, mes documents, voilà. Alors moi, ce qui me frappe dans la... Bon, déjà, il y a effectivement ce qui paraît assez logique pour nous, c'est qu'il y a une certaine continuité
Enfin, il y a beaucoup de choses qui rassemblent le sol et la terre. Sauf que le sol, donc c'est la deuxième partie, hein, la deuxième morceau de notre échange, on y voit davantage, alors évidemment c'est vivant qui sort, mais en dehors de ça, on y voit davantage des questions patrimoniales et surtout des questions de volume et de mécanismes de formation qui sont un petit peu moins présents, me semble-t-il, dans le mot terre. Par contre, il y a une chose que je vois pas du tout, peut-être, ouais, c'est la question de la localisation, parce qu'en fait, un sol, quelque part, il est géolocalisé, alors que la terre, en tant que telle, c'est plutôt un matériau. Et ça, en tout cas, bon, moi j'ai un peu une idée formation professionnelle, hein, étant géographe, et ça, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui apparaît peut-être à travers la notion de patrimoine, parce qu'un patrimoine, bon, il y en a des universels hein, qui sont non localisés, mais par contre, la plupart ont des assises très géographiques. Donc voilà, ça c'est ce Oui, qui me frappe, c'est ce c'est qui te frappe. peut-être plutôt en creux ce qu'il n'y a pas Ok. aussi. Oui, effectivement, c'est une remarque très intéressante. J'étais en train d'essayer de rechercher en même temps Ouais, que tu le disais pour voir si on n'avait pas raté effectivement cette notion-là. Mais bon, dans tous les cas, vu qu'on a du mal à la trouver, c'est pas quelque chose qui a été, qui a été effectivement beaucoup évoqué. Ou si ça l'a mhm, été, non. Bah, il y a urbain, du coup, comme localisation un peu ouais, mais éventuellement. générique. Mais c'est voilà, oui, c'est ça, c'est sûr. Sauf dans Ok. patrimoine, mais qui n'est pas, qui apparaît, je l'ai vu, hein, euh, pas tant que ça. Oui. De toute façon, on Mm, va continuer sur effectivement cette thématique mm. du lexique, hein. C'était notre premier bloc de ce webinaire, de parler des mots du lexique. Voilà pourquoi ce petit exercice qu'on vous a proposé. Je pense que vous avez déjà commencé pas mal à le dire, mais c'est ça, les mots choisis, le lexique, il a toute son importance dans un programme aussi de sciences et recherches participatives. Et justement, c'est ce que donc, Véronique, on va te laisser nous expliquer en lien avec une expérience, il me semble, que tu as fait avec Mm. au sujet des mots et pour lesquels tu vas nous partager quelques petits résultats. Euh, voilà, à toi la parole. Ah, Mm. Véronique, es-tu Il avec faut nous? la slide. Donc, est-ce que je peux avoir la diapositive qui Tu vois pas correspond? là? Oui, alors je l'ai mise normalement. Est-ce que Mm. vous voyez bien une diapo qui s'appelle Qu'est-ce que la Oui, Terre, qu'est-ce que le sol? je suis là. Ah, d'accord, ça y est, c'est bon. Oui, alors juste pour rebondir sur ce que disait Sandrine, effectivement, le moteur, c'est fait davantage penser à la matière, mais également au terroir. Je pense qu'on a un petit problème Véronique, de Donc son. là, On t'entend. c'est une question que j'avais posée en fait aux personnes que j'avais contactées dans le cadre de mon enquête, donc 35 adultes. Je leur ai demandé de définir ce que... Véronique, Oui, je ne sais pas si tu nous entends, mais on te et perd. pourquoi Enfin, est-ce qu'on m'entend pas? c'est très coupé. Là, Voilà, vous m'entendez pas? effectivement. Ah, là, c'est mieux. Tu as enlevé ta caméra, parfait. Je suis Est-ce- très coupée, oui. Ok, et là, je Oui, pense on t'a retrouvé. Donc, tu peux ok. reprendre le fil D'accord, là, de... c'est bon? D'accord. Je Est-ce pense que que je ne oui. sais pas quand est-ce que je me suis arrêtée du coup? Bah, Je disais qu'à c'était très travers le coupé depuis le moteur, début. Ouais. d'accord. Je disais, pour rebondir avec ce que disait Sandrine, que le moteur, en fait, on avait évidemment l'idée de matière, mais on a également l'idée de terroir. Donc là, ce que je vous montre, ce sont les résultats. Donc sur mes deux graphiques, ce sont les résultats de mes enquêtes que j'ai effectuées avec 35 adultes donc, sur Strasbourg. Je leur ai posé la question, qu'est-ce que c'est que la terre? Qu'est-ce que c'est que le sol? Alors, évidemment, ça ne vous a pas échappé, ce sont des mots qui sont très polysémiques. En fait, on a autant de définitions que de disciplines, autant de définitions que de sphères professionnelles. Et avec les mots terre et sol, en fait, on se place dans des champs sémantiques qui sont totalement différents, puisque le mot terre, en fait, mis à part la terre avec le T majuscule qui désigne la planète, ce n'est pas un terme scientifique en tant que tel. Peut-être en géographie, oui, mais pas en biologie toujours. Euh, le mot terre recouvre des connaissances plus intimes avec la matière.
Il interpelle nos vécus, nos pratiques, par exemple le jardinage, le travail agricole. Et dans nos représentations, en fait, le mot terre, c'est un petit peu un trait d'union entre l'inerte et le vivant. En témoignent ici les mots comme organique, matière végétale, humus, matière nourricière. Alors, le mot sol est un petit peu moins chargé en symboles. Il suscite moins d'idées diverses. On a moins de propositions hein, de mes enquêtés. C'est en fait c'est souvent une perception extrêmement concrète en fait de la surface sur laquelle on marche. Ou alors c'est le mot consacré en sciences, en pédologie. Donc le mot sol signifie quelque chose de bien précis. En fait, on a quand même, ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'on a quand même une certaine confusion avec ces deux mots, dont les définitions se recoupent plus ou moins. Donc, ça montre bien qu'on a une grande pluralité des conceptions, des postures. Voilà, sans aller plus loin. Ok, merci. Donc, tu as la suite. Oui, je voulais prendre un deuxième exemple. Cette fois-ci, dans une population qui, a priori, est un petit peu plus homogène. Il s'agit de 55 étudiants en biologie pour qui j'ai posé je leur ai demandé en fait de me poser un mot pour résumer le processus de production du sol. Alors, encore une fois, on a beaucoup de réponses. J'ai essayé de les catégoriser, de définir au moins, en fait, on peut définir au moins 3 postures différentes. D'abord, celle que je qualifierais de militante en bleu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me fait penser tout simplement aux propos que j'avais recueillis auprès de populations engagées pour le compostage collectif en ville et qui étaient persuadés qu'ils participaient en fait à la fabrication de sols en ville. Donc en fait, on a beaucoup de mots qui commencent par des quelque chose, décomposition, dégradation. Et en fait, l'image ici, c'est qu'on a fabrication de sol à partir d'une matière organique défaite. Deuxième posture, ce que j'ai appelé la posture temporelle, puisqu'on parle beaucoup, en fait, on fait intervenir en fait le temps géologique qui permet de remobiliser en fait la roche-mère, donc avec les mots érosion, accumulation, dépôt, sédimentation, etc. Donc en vert. Et puis une autre posture que j'appelle experte. Donc on a ici 6 étudiants qui me posent le mot pédogénèse. C'est un petit peu le mot consacré dans la science du sol pour parler de la production du sol. Donc vous voyez ici que même dans une population d'étudiants futurs scientifiques, on a également plusieurs postures qui se dégagent. Voilà. Merci Véronique pour ces deux exemples et de ces deux tests, enfin voilà, ces deux expériences, pardon, je t'ai cherché mes mots, que tu nous as partagé. Et je pense que ça fait bien sens et il y a bien un lien avec les petits exercices qu'on vient de proposer, la diversité des mots qui a été proposée avec ce dont tu nous parles. Si ça a un petit peu ouvert des questions, n'hésitez pas à les noter. On va faire un petit temps de questions juste après là, mais pour l'instant, une question à Sandrine pour probablement un petit peu prendre plus de recul sur cette question du vocabulaire et revenir vers les projets de sciences et recherches participatives, parce qu'on parle donc du vocabulaire et des mots qui peuvent être utilisés. Et donc, on aurait voulu déjà savoir un petit peu expliciter la différence entre utiliser par exemple science versus recherche participative, science participative versus citoyenne, etc. Enfin, on voit un peu tous ces termes qui sont utilisés. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous en Moi, dire? je peux donner mon positionnement. Et effectivement, il y a une nébuleuse et elle est un petit peu complexifiée encore parce qu'on a des traductions de l'anglais qui ne sont pas tout à fait équivalentes.
y compris d'ailleurs pour les questions, enfin pour les questions de sol. Donc, comme il y a des réflexions sur ces recherches et sciences participatives à un niveau international, on se retrouve pas forcément avec des équivalents de citizen sciences et voilà, ça recouvre pas forcément tout à fait les mêmes réalités. Pour notre part, alors j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est pas forcément facile à faire passer. Je préfère recherche à science. Avec l'idée que dans la science est un processus normé, standardisé, enfin, ou implique des démarches normées, standardisées, et que recherche est plus large et nous permet d'inclure d'autres types de savoirs que les savoirs scientifiques qui me paraissent devoir être validés, légitimés au même titre que les savoirs scientifiques. Donc, je préfère recherche à science de ce point de vue-là, même si pour ces recherches, nous avons un volet scientifique qui entre en fait c'est plus inclusif, plus large et plus inclusif, recherche, me semble-t-il. Et quant à participatif, alors là, c'est pareil, hein, participation, il y a des rayonnages entiers de bibliothèques pour parler de cette question. Alors, par défaut, je trouve que participatif, c'est pas mal parce que c'est aussi assez inclusif. Mais finalement, à la réflexion, j'aime autant la traduction du mot anglais qui est citoyen, et en particulier pour notre programme, comme l'idée c'était aussi de démocratiser cette question pour en faire une question de société qui est, comment dire, qui est autant droit de citer que les questions liées à d'autres milieux comme l'air ou comme l'eau. Les sols sont un peu les oubliés des types de milieux qui sont observés et qui sont protégés. Moi, je trouvais plus intéressant de mettre citoyen. Mais dans notre société, enfin, en tout cas française, le mot citoyen peut faire un peu peur. Et de même que moi, je revendique la dimension démocratique de cette démarche, de la démarche d'aller vers tous les acteurs de la société pour produire du savoir. Comme je revendique cet aspect démocratique, de même, ça peut parfois effrayer la politisation finalement de ces questionnements. Ok, merci, merci Véronique merci Sandrine, pardon, pour ce complément d'information et cette prise de recul un petit peu sur ces termes qu'on emploie souvent enfin voilà, des fois on emploie un, des fois un autre, on entend un petit peu diverses choses. Et par contre, si je peux juste ajouter une chose, depuis fort longtemps, je travaille sur les dichotomies entre les discours scientifico-techniques et les discours plus communs. J'admets assez volontiers que une fois qu'on s'est arrêté sur une définition, même si le mot ne nous convient pas complètement, ça peut être intéressant d'avoir quelque chose de partagé. Donc, si tout le monde dit participatif, même si derrière, moi, je pense que citoyen a une ampleur qui m'intéresse davantage, je suis tout à fait prête à utiliser participatif pour que ça fasse écho aux différents partenaires. Voilà. Merci pour ce complément. Et donc, j'allais dire qu'on on a un tout petit peu de retard dans notre trame, mais c'est important de vous donner la parole. Donc, s'il y a une ou deux questions qui surgissent par rapport à ce qui a été dit là dans cette première partie de webinaire, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat ou à prendre la parole directement en levant la main pour qu'on vous donne la parole. En attendant qu'il y ait une question éventuellement qui se déclenche, il y a quelqu'un qui avait posé quelle est la légende de la zone en bleu clair sur ta présentation et donc c'était dégradation, altération. On ne voyait pas, oui, ça sortait de la voilà, slide. on voyait pas, ça sortait de la slide, mais c'était dégradation. Altération. Ah, j'avais pas vu que Clément avait déjà répondu. Ok, bon. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, Sophie. Moi, c'était juste une petite réaction par rapport aux comparaisons terre et sol. J'étais assez étonnée que la notion de temps n'apparaisse pas. Parce que pour moi, quand je vais en enseignement, c'est ça que je fais ressortir pour faire la différence entre de la terre, qui est juste un mélange de minéral, d'organique, d'air et d'eau, et le sol qui résulte de tout un processus. Et du coup, j'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus. Moi, je pense que tu l'avais implicitement dans processus, mais je ne sais pas s'il apparaît. Il faut regarder dans le détail. Non, oui, je suis assez d'accord avec le fait que implicitement, il apparaît dans la question des horizons. Je crois qu'il y a pédogénèse qui apparaît quelque part dans les sols. Oui, pédogénèse. Donc, tu as l'idée du processus et par conséquent Voilà. du temps.
Dans le Voilà. mot processus, on a la notion de temps, Ouais. mais c'est vrai que Mais il y est pas. terre, c'est davantage relié à la matière, à quelque chose de palpable. Sol, c'est si le mot sol est interprété de manière scientifique, effectivement, on va parler de processus. Donc, à partir du moment où on parle de processus, on parle évidemment de la notion de temps. Mm. Ok, merci. Mais il n'y a pas tellement de processus, hein. Si tu regardes dans le détail, en tout cas là, il apparaît assez peu. Il y Non, a Mm. pédogénèse, c'est nous qui faisons une catégorie processus. Tu as pédogénèse, tu as horizon. Voilà, mais de fait, je suis d'accord, Sophie, c'est pas. Alors peut-être on n'a pas laissé assez de temps, mais bon, ce qui était intéressant, c'était de donner aussi un flash. Merci. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Clément? Non, mais je voyais justement les participants et les participantes et je vois des porteurs de projets, donc peut-être que ça pourrait être intéressant d'avoir leur retour aussi sur ces questions-là. Il y a quelqu'un qui indique que marcher, c'est une notion de temps. Et donc, c'était un des mots qui avait dû être... Je n'ai plus le nuage de mots, mais... Bon, on va... Vous pouvez garder vos questions, vous pouvez être plus inspiré peut-être pour la deuxième session de questions. N'hésitez vraiment pas. On est ensemble là pour 1 heure. Vous avez Sandrine et Véronique qui peuvent répondre à toutes vos questions, en tout cas dans leur, dans Dans leur les 20 capacité. minutes restantes. Voilà. Donc, on va passer à la deuxième partie de ce webinaire. Après vous avoir fait travailler, on a donc parlé et mentionné toute cette question autour du lexique, du choix des mots et en quoi. Alors, je vois qu'il y a une petite question en même temps que je parle. Les citoyens ont-ils seulement des questionnements autour du sol? Sandrine, Véronique, je ne sais pas. Dans le question, enfin Oui, dans Seul en ville, dans Projet? si. dans notre programme, en fait, je vais un peu couper court à la question. Les citoyens n'ont pas beaucoup de questions. Euh, mais nous, on s'intéresse. Alors, oui, ils s'intéressent au sol, mais en fait, le sol, et là, c'est quelque chose que moi, j'expérimente chaque jour. Je trouve que c'est un sujet, un objet qui permet justement d'articuler beaucoup d'autres questions que les questions juste de vivant dans le sol, de biodiversité, mais aussi, enfin, je ne sais pas où je vais faire une leçon, hein, mais toutes les questions liées au climat, toutes les questions liées à la circulation, donc le cycle du carbone, toutes les questions liées à l'eau, à la circulation des eaux, à la filtration des eaux, à la rétention des eaux. Donc en fait, les questions qu'on peut avoir à aborder sont extrêmement larges à partir de cet objet ou de ce sujet plutôt d'ailleurs qui est lui-même assez trivial et mal connu. Donc en fait, oui, il n'y a pas beaucoup de questions, mais nous abordons évidemment plein d'autres questions, plein d'autres sujets que celui de la matérialité du sol, simplement, bien sûr. Véronique, tu souhaites compléter? Juste, en fait, il y a des questions à partir du moment où on leur met les yeux sur le sol. Au cours de mes enquêtes, puisque j'abordais l'objet du sol et que je les faisais quelque part réfléchir, voilà, ils étaient extrêmement perplexes et les questions venaient en fait en cours d'entretien. Donc à partir de là, à partir du moment où on les focalise sur ce sujet-là, les questions viennent parce qu'en fait, on a énormément de perplexité. Voilà. Mais effectivement, si on ne leur met pas le nez, en fait, quelque part dans la terre, les questions ne sont pas là. Ok, merci. J'espère que ça répond bien à la question que vous avez posée, Valérie. Donc, j'étais en train effectivement de dire qu'on avait abordé cette question du lexique et du choix des mots dans cette première partie. Puis là, on va plus aller vers la notion des postures, des dynamiques de groupe dans les projets de sciences et recherche participative qui impliquent cette notion de création d'une communauté, en tout cas de plusieurs personnes qui font groupe. Donc, je vais repartager mon écran pour que Véronique puisse prendre la parole à ce sujet-là. Hop, je vais pour un instant. Voilà.
Alors, donc, Et comme on disait, oui, c'est bon. La je- participation à la connaissance naturaliste du sol ne va pas tellement de soi. Alors, tout le monde trouve très sympathique de s'intéresser au sol en tant qu'écosystème parce que tout le monde veut bien sauver la planète. Euh, et il est possible de constituer des communautés d'intérêt autour de l'objet sol. Il est possible de faire réunir des personnes, hein, comme ça a été le cas pour Solanville, pour redécouvrir en fait la ville par le biais du sol. Mais en fait, il est beaucoup plus difficile de faire en sorte que ces personnes contribuent dans le temps à s'investir pour enrichir nos connaissances sur la faune du sol. Alors, au cours de mes enquêtes, en fait, j'ai posé des questions extrêmement simples pour essayer de comprendre cette situation. Alors là, je vous mets juste deux graphiques qui montrent quelques résultats, on va dire, quantitatifs. Alors là, j'ai deux questions. L'idée de science participative vous séduit-elle, donc notamment à travers Solanville? Alors, on voit en vert que bah, finalement, les gens trouvent ça assez sympathique. Bah, ils sont tout à fait d'accord, ils trouvent ça bien. Euh, Quelques-uns disent oui, mais sans trop de conviction pour me faire plaisir. Et puis, comme dans Solanville, en fait, la procédure initiale entraînait la mort des petits animaux, en fait, enfin des petites bêtes qu'on était censé en fait observer, ce qu'on appelle des pièges létaux. J'ai posé la question, est-ce que le fait de tuer notre objet d'étude, est-ce que ça vous pose problème? Alors là, on peut voir, là j'avais 35 personnes. Sur les 35 personnes, on a à peu près la moitié qui disent, mais c'est nécessaire pour la science puisque ça va servir pour les scientifiques. Donc, on veut bien participer, tant pis si ça tue. Un nombre significatif de personnes reste quand même assez perplexe. Et puis, d'autres personnes disent que oui, tuer l'objet de son étude, l'objet de sa connaissance, il y a quelque chose qui est assez gênant. Alors, je vais compléter. Je leur ai demandé en fait si à ces personnes si elles étaient prêtes à passer à l'acte. Donc la plupart me disent tout à fait, mais ne l'avaient pas encore fait et ne le feront jamais en fait. Un certain nombre de personnes me disent que bah oui, ça peut se faire, mais dans d'autres conditions. Elles définissent pas forcément quelles conditions. Où elles me le précisent, mais là il faudra analyser en fait les discours. Et puis, j'ai fait la différence entre ce qui leur paraissait insurmontable et compliqué. Alors, dans les facteurs insurmontables pour passer à l'action, hein, pour faire de la recherche participative, hein, notamment pour Solanville, c'était le fait de ne pas pouvoir, de penser ne pas pouvoir en fait s'investir dans la durée, de ne pas être régulier, de manquer de temps, enfin, après, peu de personnes me disaient qu'elles ne voyaient pas à quoi ça servait. Et puis revient aussi le problème de tuer ou de déranger la faune qu'on est censé étudier. Voilà. Alors, dans ce qui leur semble très compliqué pour s'engager, c'est surtout, encore une fois, la peur de ne pas pouvoir être régulier dans le temps. C'est quelque chose qui leur paraît assez contraignant. Le manque de temps général, en fait, on a moins de personnes qui disent que c'est le manque de connaissances. Ça, c'est quelque chose qui est moins montré du doigt, tout simplement parce qu'il existe des outils qui peuvent permettre de pallier en fait à ce manque de connaissances. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci Véronique. Et ben, ça fait bien la transition effectivement avec cette notion du temps. On voulait t'entendre réagir, Sandrine, à ce niveau-là. Effectivement, le rapport au temps dans ce type de projet qui vient en lien avec la posture des participants, ce qui déclenche leur participation et les différents mécanismes d'implication. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur cette question du temps, justement? Alors, il y a deux niveaux. Le premier, c'est une marche que j'ai un peu loupée tout au début du webinaire, c'est de vous dire quelle méthodologie on déployait. Alors, vous aurez compris un peu par pièce de puzzle ajoutées les unes aux autres, peut-être certaines choses. Donc, en fait, dans Solanville, pour arriver à nos objectifs, notamment celui d'arriver à poser des questions éventuellement, on s'est dit qu'il fallait
donner des éléments de connaissance. Donc, on a toute une série de conférences sur 3 types de domaines. L'un qui est strictement naturaliste, les données, ce que j'appelle naturaliste, ça peut être biogéochimique, des informations sur qu'est-ce que c'est que les sciences participatives et les retours d'expérience, et des informations sur les services rendus par les sols. Donc, on a entre 10 et 12 depuis 3 ans conférences par an. Et donc, le temps de l'investissement, alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le temps, c'est tous les aspects d'échantillonnage et de connaissances de type naturaliste avec un protocole. Et nous, on s'adosse à quelque chose qui préexiste et qui a été construit par Apolline Auclair et qui est Jardy Biodive, qui a été décliné au niveau du muséum sous l'outil CUBES, en partie en tout cas, que vous connaissez peut-être, de l'éventail Viginature, non, de l'éventail, zut, le nom m'échappe, enfin tous les Viginature, je crois, c'est ça. Et du coup, ça c'est pourquoi je fais ce détour. Les autres types d'interventions qu'on fait dans Solanville, c'est des balades apprenantes qui vont un peu avec les premiers, mais en étant sur le terrain. Et puis des ateliers pour aller prélever des échantillons de sol, des échantillons des pièges, justement, poser des pièges et les analyser. Donc voilà, toute une série d'outils qu'on déploie. Et ben, pour arriver, rien que ma liste a pris plus que les 2 minutes qui m'étaient imparties, ça vous montre qu'il faut un petit peu de temps pour s'acclimater et éventuellement, évidemment, participer, etc. Et faire communauté. Alors, c'était une des choses qu'on avait vraiment envie de faire. Aujourd'hui, on a une liste de 700 personnes qui reçoivent les newsletters et qui viennent, certains, très fidèlement à tous nos événements chaque fois qu'ils peuvent, qui ne sont pas forcément des contributeurs au sens de la science biogéochimique. Par contre, c'est des contributeurs, enfin voilà, ils sont dans le débat. La question du temps, pour moi, elle est importante, et c'est le deuxième plan de ce que je voulais vous dire, c'est en termes de projet, puisque nous, chercheurs, alors il y a peut-être d'autres mécanismes, hein, mais chercheurs, on est assujettis à déposer des projets et que ces projets, en particulier en sciences participatives, très gentiment, on nous demande à la fois de mettre en place les protocoles, les questionnements, mettre en place les communautés, etc., et de faire les expériences et de donner les résultats, tout ça en 12 ou 24 mois, c'est juste pas possible. Et donc, la question du temps, de faire une communauté qui commence à être vivante, qui commence à avoir des intérêts aussi qui s'élargissent, ça nécessite du temps. Donc, nous, je dirais qu'au bout de 3 ans, on commence à avoir quelque chose d'intéressant, quelque chose où on va interagir avec plein de sortes de publics, y compris les étudiants, mais qu'il faut au moins ce temps. Un programme en 2 ans, c'est juste pas possible, quoi. Et surtout, effectivement, là, dans cette notion de communauté, on parle d'êtres humains, ce sont des citoyens qui sont des êtres humains, et donc il y a cette notion de diversité des gens qui sont dans les projets, et donc c'est aussi ces humains-là, même s'ils se rejoignent sur une thématique commune, ils ont quand même des façons de voir le monde différentes, et donc j'imagine que tout ça apporte aussi de la complexité et ajoute voilà, un frein de plus à cette question de temps quand il faut tout faire en 12, 24 mois, comme tu le dis. Oui, alors nous on ne le voit pas du tout comme un frein, mais plutôt une richesse. Mais cette richesse, S'il y avait plus de temps. C'est comme la démocratie, hein, vous Oui. voyez, les décisions, si on doit les prendre à 18 en ayant pris ou à 66 millions en ayant pris la vie de chacun, évidemment, ça va moins vite que si c'est une seule personne qui le prend. C'est un peu pareil. Et alors, c'est d'autant plus vrai si on veut monter dans les échelons des sciences dites participatives, que vous connaissez tous, hein, qui sont répétés à l'envi. Le premier qui est juste le crowdsourcing, je dirais que là, le temps, on n'en a pas forcément besoin parce que les protocoles sont précalés, sont calés auparavant, pardon, standardisés, que les questions sont déjà posées par les chercheurs qui animent, etc. Mais si on commence à aller vers l'échelon 4, hein, il y en a 4 dans les propositions, notamment reprises par le rapport Houillet de 2016, la science intégrative, enfin, il y a plein de mots, hein, pour le dire, collaboration complète, c'est la collaboration à différentes phases de la recherche, de la définition des problèmes, à la collecte des données, à la définition éventuellement des protocoles, aux analyses et en plus à la diffusion. Alors, si vous rajoutez ça, faire ça en quelques mois, c'est même pas envisageable. Un marathon ou même, voilà, quasiment Oui, impossible c'est avec 24 impossible. heures dans une journée. C'est ça. Alors, plusieurs réactions, je vais les lire, je ne sais pas si c'est toutes des questions, mais donc dans les retours citoyens, avez-vous remarqué des liens avec des postures liées à des questions culturelles et ou juridiques? Par exemple, lien avec la mort, le fait d'y enterrer nos morts, la notion d'attachement territorial, de propriété des terres,
de droit du sol, etc., etc. Alors, Véronique, est-ce que tu veux réagir? je pense que Véronique nous a malheureusement quittés. Elle est revenue, mais... Je Ah, viens de revenir. Ok, Je suis vraiment désolée, je ne vais pas pouvoir rebondir puisque je n'ai pas ouais. entendu. La question, elle est dans le chat, mais tu n'as peut-être plus le chat. C'est pas grave. Oui. Alors, non, on n'a pour l'instant pas fait de... On n'a pas, dans nos études, on n'a pas fait de retour avec des groupes suffisamment élargis pour avoir des postures différentes en termes culturels, juridiques. Par contre, la question de la mort, comme on vous dit, c'est quelque chose qu'on a identifié depuis longtemps dans un des freins à la participation, notamment lorsqu'il s'agissait inventorier et reconnaître les invertébrés, ce qui était un de nos premiers piliers. Alors, on a voulu faire une table ronde, mais jusqu'à présent, on n'a pas réussi à trouver des gens qui défendent les différentes postures. Alors, par rapport, en gros, on a vu des postures, mais qui étaient plus liées à la question de comment on envisage l'environnement, l'écologie, enfin plutôt liées à des positions politiques, je dirais, qu'à des positions juridiques ou culturelles. Mais c'est probablement aussi parce que on n'a pas cherché tellement. Et aussi, l'autre chose, c'est que la question réflexive, on a beaucoup de mal, qui était, comme je vous l'ai dit, hein, c'était un des piliers, enfin un des axes de notre recherche. On a beaucoup de mal à la mettre en pratique, en action. C'est beaucoup plus facile de faire travailler les gens sur les petites bêtes des sols, avec éventuellement le débat de la létalité, que sur le rapport à la science. Et du coup, ces questionnements-là auraient pu entraîner des réflexions de type juridique, mais nous ne l'avons pas réussi encore à le faire. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ok. Bon, super, merci pour cette réaction. Merci Sandra pour la question. N'hésitez pas à consulter le chat. Clément vous nourrit de plein de ressources bibliographiques sur ce qui est en train d'être dit, parce qu'évidemment, 1 heure, ça passe très vite et il ne me reste déjà plus que 5-6 minutes. Donc, on va devoir un petit peu accélérer. Juste, il y a Didier qui nous parle donc de l'humusation en partageant un lien également pour nourrir les sols. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y rendre. Et nous devons nous intégrer au mieux dans notre environnement. Les zones vertes en ville sont trop négligées. Les groupes financiers de BTP ont trop de pouvoir. Ça pose trop de problèmes. Il faut les recadrer. Donc, voici une autre réaction. Et donc, pour découvrir l'humusation, ok, donc c'est le même lien, et Clément qui continue à vous donner des pistes. On va s'acheminer vers la fin de ce webinaire. On parlait justement là donc des humains, des citoyens. Et donc, il y a aussi la question de la cible des projets. Et donc, on va demander à Véronique, pour terminer, ce sera la dernière question avant le mot de la fin. Donc, en quelques minutes, en quoi des partenariats avec des chercheurs de disciplines variées, notamment donc des recherches comme les sciences humaines et sociales, sont aidantes sur cet aspect. Alors, je vous repartage l'écran parce qu'il y a une dernière petite slide. Et Véronique, si tu es bien parmi nous, je te laisse la parole. Je suis bien là. Voilà. Alors, pour parler un petit peu au-delà des processus de participation, pourquoi travailler avec les sciences humaines et sociales? Donc, en fait, cet ensemble de disciplines ont la prétention de devoir écouter et comprendre un petit peu la diversité intime des acteurs qui sont, euh, qui sont sur les processus d'appropriation d'une cause et de varier les approches. Voilà. Alors, l'intérêt des sciences et des recherches participatives, c'est quelque part de jouer sur l'attention des publics, de guider leur regard vers soit l'espace, soit les espèces, soit la cause pour laquelle on se bat, de focaliser leurs préoccupations vers. Alors, ça passe par, en grosso modo, deux façons de faire, soit par la connaissance ou par l'approche sensible.
La connaissance, Sandrine l'a évoqué tout à l'heure, on a finalement 1000 façons de connaître quelque chose, hein. Ça peut passer par la science, mais pas seulement, par également le vécu, les expériences, la transmission aussi, ne serait-ce la transmission générationnelle, hein, par les pratiques, pour le sol, tout simplement les pratiques de jardinage ou autres. Et puis la partie sensible, on va jouer sur le fait de développer l'intérêt, voire même l'amour par rapport à la nature, par rapport au sol, l'empathie, etc. Donc, c'est un petit peu le travail des sciences participatives ou de la recherche participative. Et ça va être, comment dire, aidé par les différentes disciplines des sciences humaines et sociales pour essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe. Alors, entre l'attention qu'on va développer et les intentions, c'est-à-dire les bonnes résolutions, si on peut parler de bonnes, des publics, on ne sait pas trop ce qui se passe. Je crois qu'il y a autant de façons de faire que de personnes. Toujours est-il que ce qu'on vit, c'est un changement de posture, un changement de vision, et ce qui va amener ou pas les personnes en fait à s'engager dans des actions ou des non-actions. Ce que j'appelle des non-actions, ça peut être par exemple ne plus tondre son gazon, hein, tout simplement. C'est-à-dire des changements de comportement qui visent à prendre soin de quelque chose, avoir le souci de, et puis de développer la curiosité. Donc, on peut se dire que si on a davantage de curiosité, ça va nous renvoyer vers un peu plus d'attention et donc le cercle vertueux est refermé. C'est ce que j'appelle un petit peu l'encapacitation, c'est-à-dire que les gens deviennent capables de faire autrement, capables de faire plus attention, capables de mieux connaître, etc., etc. Donc, on a un petit peu un processus de renforcement. Et donc, du coup, les sciences et recherches participatives sont là soit pour amorcer ce cercle vertueux, soit pour le redynamiser. Et donc, les sciences humaines et sociales vont aider en fait à comprendre un petit peu ce qui se passe et sur quel levier on peut jouer. Voilà. Et puis, je rajouterais un petit peu un propos du sociologue Combi dans un article de 2015 qui dit que plutôt que de sensibiliser, il s'agirait davantage de créer les conditions sociales de la participation. Et pour créer ces conditions sociales, on a vraiment besoin de mieux comprendre un petit peu tout ce paysage qui est quand même assez complexe, Oui. des sociétés humaines en rapport avec les éléments de nature. Voilà, je pense que Merci c'est ce que je Véronique. voulais rajouter. Merci. Ouais, c'était très intéressant, merci. Et puis effectivement, cette citation fait un beau résumé. Et comme tu le dis, c'est très complexe et on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est ça, on atteint la fin de notre webinaire. Je voudrais, avant de clôturer, je ne crois pas voir de questions, mais avant de clôturer, Sandrine, souhaites-tu un petit dernier mot de la fin pour clôturer? Je te laisse remettre ton micro par contre. Parce Oui, qu'il est... oui, j'avais éteint parce qu'il y avait la bouilloire qu'on avait actionnée derrière moi. Et du coup, oui, moi, je voulais juste rebondir, juste dire aussi que cette question d'empathie, d'ailleurs, enfin, en tout cas de sensible, pas forcément d'empathie, ça peut être aussi du dégoût qui est modifié ou transformé ou qui transforme la vision des choses. Je voulais insister sur comment dire, la richesse d'une pluridisciplinarité aussi avec d'autres types d'approches du sensible, et je pense aux arts. Et c'est un vecteur que on essaie enfin, donc c'est aussi très à la mode, hein, on surfe sur la vague, sciences et arts. Et c'est en tout cas quelque chose qui va pouvoir, à mon avis, permettre de rendre plus fluide et plus riche les échanges sur ces questionnements envers l'environnement. Et aussi, l'empathie, c'est aussi une question philosophique parce que ça ouvre sur l'altérité. Et en particulier sur le sol, qui est plutôt vu comme quelque chose de dégoûtant. Donc, il y a quelque chose à travailler là-dessus, sur ce monde complètement inconnu. Et le respect de l'altérité, pour moi, ça peut permettre de mieux vivre ensemble aussi entre humains. Voilà. Merci Sandrine, effectivement,
C'est très intéressant et on voulait effectivement rebondir sur un projet que nous commençons avec, enfin que l'AFES, dont l'AFES va être coordinateur, un projet européen qui s'appelle Solscape. Donc c'est pour rebondir sur le lien avec le sol et l'art. Tout un projet sur 4 ans qui va permettre donc d'associer la question du sol et de l'art dans toute sa diversité. Sophie, tu voulais compléter dire C'est vraiment ça fait écho à ce que disait Sandrine sur l'idée de pouvoir mobiliser les acteurs artistiques pour accompagner cette appropriation par le plus grand nombre des connaissances et enjeux de la préservation des sols. Donc, le projet va durer 4 ans et démarre au mois de mai. Et donc, on tiendra bien sûr informer tous les porteurs de projets du réseau de l'avancée de ce projet. Comment est-ce que ça peut aussi venir nourrir vos démarches respectives? Merci Sophie pour ce complément. Et nous avons atteint même de 2 minutes, dépassé de 2 minutes notre timing, mais bon, on va évidemment clôturer avant de vous laisser. On espère que, que ce webinaire vous aura plu et intéressé, qui vous aura aussi éventuellement convaincu d'intégrer des sciences humaines et sociales dans les projets de sciences et recherche participative. Merci beaucoup à Sandrine et Véronique d'avoir été parmi nous aujourd'hui, de nous avoir délivrer des savoirs en lien avec leurs expertises et en lien avec le projet et le programme Sol en Ville. N'hésitez pas, Sandrine, Véronique, si vous le souhaitez, à mettre dans le chat vos coordonnées si certains veulent vous contacter pour s'ils ont des questions ou si ça peut aussi s'ils ont des réflexions, des choses qui peuvent nourrir ce projet Sol en Ville, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et pour vous, les participants, à récupérer ces coordonnées. Donc, comme je vous le disais au début, ce webinaire, c'est un webinaire dans une série de plusieurs webinaires. Il y avait eu le premier en novembre, puis il y en aura d'autres, notamment avant l'été. Normalement, il y en aura un autre. Tous ces webinaires sont enregistrés et disponibles. L'enregistrement est disponible sur la page YouTube de la FES. D'ailleurs, j'ai une petite slide. Voilà. Donc, si vous voulez aller voir le replay du webinaire 1, vous pouvez. Et le webinaire 2, celui qui est maintenant, qu'on vient juste de faire, sera là dans les prochaines minutes. On a aussi remis nos contacts à Clément et à moi, deux co-animateurs donc, du réseau de projets sciences et recherche participative sur les sols au sein de la FES. Vous pouvez, comme dernier moyen de rester connecté avec nous, c'est vous inscrire à l'infolettre. Clément va mettre le lien direct dans le chat également pour vous tenir informé de toutes les avancées. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver aussi les anciennes infolettres depuis le site. C'était d'ailleurs Sandrine qui nous avait qui avait présenté le projet Sol en Ville dans cette dernière infolettre. Voilà, eh bien, je vous remercie à tous d'avoir été là et d'être restés jusqu'au bout avec nous. Merci encore une fois, Véronique. Merci, Sandrine. Et Merci. si certains ont encore quelques minutes et que vous avez des questions, éventuellement, n'hésitez pas. Je ne sais pas si Sandrine et Véronique sont toujours disponibles, mais sinon, on vous souhaite une très bonne après-midi.